Pour me présenter rapidement, moi j'ai eu 38 ans il y a quelques semaines. Je suis associé dans un cabinet de conseil, donc un métier que vous entendez parfois parler chez Lise Lucet là, le jeudi soir pour raconter tout ce qu'on fait de bien et pas bien. J'ai été opéré il y a 12 ans ici, donc je connais malheureusement et heureusement Sainte-Anne un petit peu comme ma poche pour y avoir fait des dizaines d'IRM. Je suis rentré ici le 2 janvier 2024. Donc en fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire de comment tout ça a été détecté, très très forte douleur à la tête, je pense autour du 26-27 décembre 2023. Violente douleur qui me partait des cervicales jusqu'à l'œil. Je suis allé à l'Hôtel-Dieu le 2 janvier matin, autour de 11 heures, et j'en suis jamais reparti. Enfin, j'en suis reparti à l'horizontale sur un brancard avec de mémoire le SAMU même qui m'a transporté ici. Et puis ensuite, j'ai fait la connaissance de l'anesthésiste qui s'appelait Gilles Touvenot, qui doit toujours s'appeler Gilles Touvenot, qui était, qui était assez incroyable, qui m'a dit, et c'est le terme que beaucoup d'entre vous ont utilisé, là, vous avez une masse. En fait, à l'Hôtel-Dieu, on m'a rien dit parce que je suis arrivé à l'Hôtel-Dieu, j'ai vomi partout, on m'a fait faire les tests du soldat, vous savez, qui marche, voir si on est aligné quand on se tourne. En fait, j'avais fait 2 fois le tour sur moi-même. Donc on m'a dit, il y a quelque chose qui va pas. Je suis descendu au scanner, et au scanner, quand je suis sorti, j'ai vu un monsieur avec une plaque rouge. Il m'a dit, je suis du SAMU 75, et on va vous amener quelque part. Donc j'ai passé 3 heures dans la salle des pas perdus à l'Hôtel-Dieu. Donc c'est un truc où il fait un peu froid et on vous dit pas grand-chose. Et puis je suis arrivé, j'ai vu l'anesthésiste qui m'a dit, vous avez une masse pas chouette chouette, qui fait grosso modo la taille d'une canette de coca à l'image. Ok. Et on va vous garder. Et donc je suis resté ici. J'ai été, je crois, mon pronostic vital était très engagé quand je suis rentré à Sainte-Anne, parce que j'avais la faute du cerveau, je ne veux pas dire de bêtises devant des professionnels, mais qui était vraiment la forme d'une banane. Donc la tumeur évidemment faisait de l'hypertension intracrânienne de manière vraiment assez critique. Et j'ai passé 7 jours ici, entre de bonnes mains, avec de la cortisone en forte dose, et j'ai été opéré en chirurgie éveillée, donc il y a 12 ans. Donc c'était pas hyper commun, je crois, il y a 12 ans, la chirurgie éveillée, par le professeur Palu, évidemment. Et donc ça a été très rapide. Moi, j'ai pas eu tant de préparation de certains. Je suis arrivé à l'Hôtel-Dieu à pied, parce que c'est l'avantage, et je crois que c'est toujours le cas, c'est que des urgences pédestres, donc vous passez un peu en priorité. Puis j'ai vomi partout dans l'entrée, donc on s'est dit le monsieur est pas super bien. Je suis parti à l'horizontale, je suis arrivé ici, et puis j'ai été opéré le 9 janvier 2024. Et puis après, bah, tout s'enchaîne et j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir, hein. Donc c'est évidemment l'hospitalisation, la chirurgie éveillée. Tout s'est très bien passé. Honnêtement, j'ai pas eu de perte de motricité post-opératoire. L'annonce, elle s'est faite toujours par le professeur Palu de mémoire le 19 janvier. Donc entre-temps, j'étais rentré chez moi et tout allait super bien en fait, hein. J'étais libéré d'un poids, vous imaginez, terrible, de la tête qui avait donné l'impression qu'elle allait exploser. Et tout s'est très bien passé. Et l'annonce, effectivement, est un moment très délicat, je pense, pour tous ceux qui malheureusement ont dû le vivre. Parce que bon, vous vous dites, il est super sympa, il essaye de me rassurer en me disant que tout va bien aller, mais vous rentrez chez vous, vous faites l'erreur que le professeur Palu vous dit de pas faire, c'est d'aller sur Internet, et puis vous vous dites, bon, grosso modo, j'ai un glioblastome, j'ai 2-3 mois à vivre, quand bien même l'exérèse soit totale, le truc sent quand même plutôt mauvais. Donc, et là, c'en est un suivi. Je suis sorti de l'hôpital en fait très positif. Je crois que même quelques jours après la sortie, je suis allé faire un footing au Pas de Boulogne comme j'avais l'habitude de faire avec mon père. Mais l'annonce vous met un coup fatal. Tout de suite après, Gustave Roussy vous appelle en vous disant il faut qu'on se voit, et donc vous avez un rendez-vous le 6 février, donc 2 semaines après, pour vous dire il faut qu'on prenne l'empreinte de votre tête dans un espèce de masque. Voilà, ceux qui ont connu ça. Donc vous dites, ok, tout s'accélère beaucoup. Tous les médecins sont pas des grands psychologues, donc autant le monsieur qui est là sait parler avec des mots faciles, mais quand je suis arrivé à Gustave Roussy, là vous prenez un choc parce que on vous dit pas les choses de la même manière. Donc on vous dit grosso modo tout va bien, mais à la question et du coup l'exérèse était totale, c'est plutôt pas mal. Ah ben non, dans 6 mois, faudra avoir un peu de la chimiothérapie. Ok, bon. Donc, vous avez l'impression de repartir à zéro. Et donc j'ai vraiment eu une chute de morale, on va dire, 2-3 semaines après la sortie de l'hôpital. Puis après s'enchaîne en fait de manière un petit peu automatique le protocole STUP dont vous parliez, Guillaume. Effectivement, les 33 séances de radiothérapie et les 50 jours de chimio associés, puis la chimiothérapie pendant 6 mois.
Euh, Moi, pour vous donner mon expérience, contrairement, et je pense que c'est un point intéressant, je n'ai laissé aucune place à la maladie dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai jamais parlé de ma tumeur, je n'ai jamais parlé de mon cancer, parce que je n'ai pas voulu lui donner une place. Je n'ai pas du tout voulu la personnifier. J'ai considéré que c'était pas quelque chose qui devait changer ma vie. À l'époque, j'étais jeune, hein, donc j'avais 26 ans, donc voilà, je venais de commencer ma vie professionnelle depuis 2-3 ans. Je connaissais pas encore celle qui partage ma vie aujourd'hui, donc j'avais mes parents et je me suis dit, en fait, si j'y passe, mes parents qui ont pratiquement 80 ans aujourd'hui, mais qui avaient une belle soixantaine d'années épanouies, je me suis dit, bon, en fait, je leur flingue leurs 15 années à vivre tranquillement leur retraite, quoi. C'est-à-dire, si j'y passe maintenant, bon, leur vie va s'arrêter à 67, 68 ans. Grosso modo, ils vont perdre leur fils. Bon, après, c'est quand même compliqué de se projeter. Donc, je me suis dit, si je dois faire un effort, c'est pour eux. Bon, moi, finalement, j'avais pas d'enfant, pas encore de femme. Je me suis dit, bon, in fine, si je dois faire un effort et me concentrer, ça va être quand même pour s'assurer que je vais continuer ce parcours. Donc, je n'ai absolument pas personnifié cette maladie. Je ne lui ai laissé aucune place. Donc, j'ai repris le travail sur les conseils du professeur Palu, qui a compris que j'étais un petit énergique, qu'il fallait canaliser mon énergie. Donc, le travail, c'était très bien. Je fais des semaines de 60-70 heures sans problème. J'ai fait ma chimiothérapie donc par cachet dans ces conditions-là. Alors, évidemment, j'avais décidé de faire une perruque pour que au cabinet, personne ne sache que j'étais malade. Donc certains s'étaient rendu compte que parfois je me grattais le crâne et que j'avais le doigt qui passait sur le cuir chevelu. Donc c'était quand même rendu compte qu'il y avait un truc un peu bizarre. Mais bon, ils ont dû se dire, c'est quelqu'un qui veut cacher qu'il a pas de cheveux. Et donc j'ai vécu en ne changeant rien à ma vie. Je n'ai jamais changé mon alimentation. Alors je vous assure, je suis quelqu'un de très sain. J'ai fait du sport quand j'étais ado, j'ai été champion de France d'escrime, donc j'ai toujours fait du sport à bon niveau. J'ai jamais changé mon alimentation. J'aime fumer le cigare et je continue à fumer un cigare par semaine. Et c'est pas ça qui me fera revenir la tumeur et c'est pas ça qui va me tuer. Et dans ma vie au quotidien, je n'ai laissé aucune place à ça. Donc je suis jamais allé voir un psychiatre pour lui dire que bah, j'ai été un coup de mou, jamais allé voir un psychologue. J'ai jamais personnifié cette maladie. Je lui ai laissé aucune place et je n'ai rien changé à ma vie. Et ça a été ma manière à moi finalement de continuer ma vie en me disant j'ai eu pendant un an, alors l'opération un mois, la radiothérapie, chimiothérapie 3 mois, pendant on va dire un an, ma vie a changé, elle s'est mise un petit peu entre parenthèses, mais c'est tout. Voilà, je me suis dit ça limitera à un an de ma vie et j'en parlerai comme si je suis toujours là dans un an, 2 ans, 3 ans et ça fait 12 ans que je surmonte tout ça maintenant très bien. Ben, typiquement, voilà, ça aura affecté un an de ma vie, comme la classe prépa a affecté 2 ans de ma vie. Je n'y ai voulu y donner aucun autre intérêt et j'ai pas voulu que ça m'impacte ou que ça impacte ensuite la vie que j'ai dans mon quotidien. Voilà. Ce qui m'a drivé à l'époque, et moi je crois beaucoup, vous parliez de foi. Moi de par ma maman, j'ai été élevé dans le judaïsme. Et dans le judaïsme, on a une phrase, on croit beaucoup au sens des mots. Je ne sais pas si ceux qui connaissent le mythe de Gog et Magog, on croit beaucoup au sens des mots, et on croit beaucoup même à la création, c'est ce qu'on appelle le mythe de Magog dans la Torah, on croit beaucoup à ce que les mots aient une force. Voilà, on croit beaucoup à la force des mots. Et quand on se persuade de quelque chose, moi je me suis persuadé que je m'en sortirais, je me suis persuadé que j'étais entre les mains des bonnes personnes, je me suis persuadé que ça serait juste un moment dans ma vie, rien d'autre. En fait, j'ai l'impression que cette force de persuasion, alors qui peut être un peu de la foi, hein, je ne sais pas au fond de moi, dans le judaïsme, on n'a pas de problème à dire qu'on est pratiquant non croyant, ce qui est mon cas. Je pratique un peu, mais je suis pas du tout croyant. Mais c'est pas incompatible, hein. C'est un truc qui se fait très très bien. En tout cas, dans le judaïsme, ça se fait très bien. Et j'ai pris cette force des mots en me disant, ben, je crois que je vais m'en sortir, je sais que je vais m'en sortir. Je laisserai pas cette maladie et pas ma maladie m'affecter. Et 12 ans après, je suis là et ça n'a rien changé à ma vie. Et, et je sais que c'est une vision un peu particulière. C'est pour ça que je pense que je vous la partage. Et le professeur Palu sait comment je vis autour de cet événement qui m'a affecté. Mais j'ai repris au bout de 6 mois mon travail. J'ai repris le sport comme avant. Et j'ai accepté cette invitation avec plaisir parce que le professeur Palu, c'est l'estime que je lui porte. Mais pendant longtemps, je n'ai pas osé parler de tout ça. Parce qu'en fait, venir voir des gens qui, pour certains, sont dans des situations moins bien que moi, je trouvais que c'était un peu un manque de pudeur. Je le vivais un petit peu comme un manque de pudeur. Donc pendant longtemps, j'en parlais pas.
Je suis jamais allé sur Internet pour dire ça va super bien, etc. Je trouvais que c'était un peu un message un peu délicat envoyé aux personnes qui ne vont pas, ou moi-même quand j'allais sur Internet au tout début de la maladie, des témoignages absolument terribles. Je me disais, mais ok, moi je vais venir aux gens pour leur dire, ah ouais, moi ça va super bien, ça n'a rien changé à ma vie, et si ça avait changé, ben, je serais pas là pour vous en parler. Donc, parce que le glioblastome laisse pas trop de doute en fait. Hein. Moi j'ai eu 2 cas de glioblastome après le mien dans mon entourage. J'ai eu mon médecin généraliste qui est décédé 11 mois euh, après son diagnostic. Donc il a été diagnostiqué moi en janvier 24, lui en novembre 24. Il est décédé 11 mois après. Et j'ai eu le mari d'une collègue qui est décédé 7 mois après son diagnostic. Donc j'ai eu 2 cas de personnes plus âgées que moi, une cinquantaine d'années. Donc effectivement, quand on parle de benchmark, quand on a 26 ans, est-ce que le glioblastome à 26 ans, on a beaucoup d'exemples de gens qui ont des glioblastomes à 26 ans, je crois pas. Donc c'est aussi assez, c'est difficile de se dire est-ce que c'est normal d'être en pleine forme 12 ans après ou est-ce que c'est pas normal. Mais pendant longtemps, j'en parlais pas. Je trouvais que c'était un manque de pudeur. Et puis, je trouve que cette invitation et de voir cette salle aujourd'hui, je pense qu'au contraire, je me suis peut-être trompé et que c'est important de dire aux gens que 12 ans après, je suis en pleine forme et ça donne de l'espoir. Voilà. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de venir parler d'un sujet, finalement, de se dire, moi, ça va super bien, et puis qu'il y a des gens qui vont pas bien, quoi. Donc, c'est toujours un élément de complexité. Et voilà, peut-être que ça me donnera envie de venir dans des services de neurochirurgie ou à Sainte-Anne pour expliquer d'autres fois que finalement, on peut avoir un glioblastome très bien traité, parce que je pense qu'il a été plus que bien traité, et être là 12 ans après pour avoir la chance de vous en parler.